en domaine public, ou les semences paysannes, tout ça. Alors il faut savoir bien quels sont les mots qu'on utilise et les mots, qu'est-ce que ça signifie pour les autres avec lesquels on parle. Alors, ce matin, je voulais dire quelques mots sur la question pourquoi on parle des semences. Pourquoi on est ici 2 journées et demie à parler des semences? Quelle est l'importance des semences pour nous? Quels sont pas dans les systèmes maintenant? Pourquoi on est là à demander notre système? Alors, il faut toujours avoir dans la tête que quand on parle des semences, on parle en même temps de 2 choses différentes. D'un côté, on parle de mise sur le marché des semences. Alors, vous voyez la partie en haut qui regarde les lois semences et qui regarde la qualité des semences qu'on va mettre sur le marché. Et ça, c'est géré par toute une série de lois au niveau européen, des nouvelles variétés pour faire de l'innovation. Ça, c'est lié plutôt à ce qu'on appelle le droit de propriété intellectuelle, qui sont là pour promouvoir l'innovation dans le système variétal. On a vu qu'un système spécifique, c'est le pauvre. Un autre système, c'est le brevet. Alors, tout ça a été mis en place il y a quelques années, on a vu aujourd'hui et hier, pour moderniser l'agriculture. C'est-à-dire, les règles qu'on a aujourd'hui, les systèmes qu'on a pensés sur les semences, ont été pensés pour moderniser l'agriculture, faire devenir l'agriculture plus industrielle, et ça a été fait pour l'agriculture conventionnelle. Et on a pensé dans le monde des types des systèmes par rapport à la loi semences. Alors, dans les années, au début du dernier siècle, aux États-Unis et dans l'Union européenne, on s'est posé la même question. Comment on peut faire pour garantir le fait que les agriculteurs qui vont acheter les semences sur les marchés peuvent trouver des semences de bonne qualité? Et on a donné des réponses différentes. C'est-à-dire, aux États-Unis, même l'industrie privée qui était plutôt contraire au fait que l'État public allait contrôler leur travail, les États-Unis ont pensé que les marchés, c'est le mieux. C'est-à-dire, s'il y a des semences qui ne marchent pas, qui ne sont pas bonnes, tu ne vas pas l'acheter l'année prochaine. Alors, c'est les marchés qui contrôlent la qualité des semences. On n'a pas besoin de faire des lois semences, on n'a pas besoin des contrôles de l'État et tout ça, parce que c'est les marchés qui va dire les bonnes semences et les mauvaises. En Europe, on a eu une autre approche. On a pensé non, c'est l'État qui doit garantir les agriculteurs, c'est l'État qui doit garantir la qualité, faire les contrôles et tout ça. Alors on a mis en place un système de catalogue, de ce qu'on appelle les official trials, pour les variétés avant de les mettre en commerce, pour garantir de quelque manière les semences sur les informations liées à la variété. Et ça sont les différentes. On peut voir que maintenant, on parle beaucoup de ça même entre nous, c'est-à-dire on parle quelquefois des marchés libres et on fait la référence aux États-Unis, mais il faut savoir, on va le voir, que dans les États-Unis, la situation n'est pas beaucoup mieux que chez nous. C'est-à-dire, ils ont les OGM, ils ont perdu pas mal de diversité agricole, on va le voir, et les contrôles sur les marchés des semences, c'est toujours dans les mains de pas mal de multinationales. De l'autre côté, chez nous, on a des problèmes avec la mise sur les marchés des semences, l'uniformité et tout ça. C'est-à-dire, pour moi, c'est difficile de dire que d'un côté, on a les bons systèmes et de l'autre côté, les mauvais. Il faut les changer les deux, de quelque manière. Alors, pourquoi les semences? Ici, vous voyez la personne qui a compris, peut-être les premiers, que les semences, c'était très important pour moderniser l'agriculture. C'est pas un généticien, c'est pas un agronome, c'était un phytopathologiste qui s'appelle Norman Borlaug, qui était le père de la Révolution verte. Il a commencé à travailler au Mexique pour faire des variétés améliorées de blé. Et ce sont les variétés qu'il a fait au Mexique qui ont donné, qui étaient les premières variétés produites de la Révolution verte. Et quelle est la chose qu'on voit avec ça? Et que ce qu'on appelle les variétés améliorées, les variétés plus productives, on garantit d'avoir plus de productivité grâce à l'utilisation de l'eau, des pesticides et de l'azote. Ça, c'était très clair. Et
une différence, parce que la chose aussi que j'essayais de faire ce matin, de montrer les différences entre le passé et ce qui se passe maintenant. On parle maintenant de la Gene Revolution, la révolution génétique qui doit être la nouvelle révolution verte. Bien, mais si on regarde au passé, la révolution verte, c'était une révolution faite avec l'argent public, grand part, qui était basée sur l'échange libre des ressources génétiques, qui n'avait pas de protection intellectuelle, c'est-à-dire les variétés qui étaient faites par ces mecs-là étaient des variétés dans le domaine public. Maintenant, quand on parle de la révolution génétique, c'est tout à fait le contraire. On parle de propriété intellectuelle, on parle de brevets, on parle d'un système qu'on ne peut pas comparer à ce qui s'est passé il y a 40 ans. Et ça a bouleversé l'agriculture. Ici, j'ai mis les pédigris, l'histoire de quelques variétés. Ça, c'est le blé, c'est Norindieci, c'est la variété plus fameuse de blé tendre de la Révolution verte. Et vous voyez la variété, d'où ils viennent les gènes, d'où ils viennent les variétés que les chercheurs ont utilisées, à croiser pour arriver à la variété moderne. Ils viennent un peu partout. Hein? Vous voyez l'histoire, ils viennent de la Chine, ils viennent de l'Ukraine, ils viennent des États-Unis et tout ça. Et la chose importante qu'il a fait, il a baissé la taille des variétés de blé hein, pour pouvoir donner plus d'azote. Et d'où viennent les gènes qui a permis de baisser la taille? Il paraît qu'ils viennent du Japon, et du Japon, ils viennent de la Chine. Parce que là-bas, dans la Chine, les paysans avaient des conditions tout à fait différentes de la région d'origine du blé, c'est-à-dire beaucoup d'eau, beaucoup de intrants au niveau des sols, taille toujours plus basse. Alors les gènes responsables pour la taille baisse, ils viennent de la Chine, après ils sont partis au Japon, après ils sont partis aux États-Unis. Et c'est là-bas qu'il a utilisé les variétés en croisant avec les autres variétés pour avoir la taille baisse. Ça c'est un peu l'histoire, mais c'est important pour voir que c'était l'échange, la base pour innover dans l'agriculture. Et c'est encore plus compliqué ici, c'est les riz. Ça c'est une variété de riz qui a été étudiée en Philippines, toujours pour la Révolution verte. Et vous voyez combien de variétés locales ont été utilisées pour produire la variété moderne. La chose intéressante, c'est que la variété moderne n'était pas protégée et les paysans des Philippines ont pu la prendre pour faire des autres variétés qu'on appelle variétés paysannes. C'est-à-dire, ça a été utile pour eux de prendre la variété faite par la recherche pour innover et faire des autres variétés faites par les paysans. C'est une espèce de cercle qui marchait entre recherche, qui était publique pour la grande part, et paysans. On revient sur ça après quand on parle de propriété intellectuelle. Et les mots que nous utilisions. Vous voyez ici, on a fait un projet européen qui s'appelle Farm Seed Opportunities sur les variétés de conservation en Europe. On a même un petit bouquin qu'on peut vous donner, si vous voulez. Et dans le projet, on a vu que les termes qu'on utilise pour parler de l'andrésis, ce sont des termes différents dans les différents pays. En France, l'andrésis, qui ça signifie variété locale, on l'appelle race primitive. Et dans le passé, dans les FAO, quand on parlait de l'andrésis, on l'appelait sémence de l'âge de la pierre. Ça signifie, quand on parle de ça, après les paysans ne veulent plus l'utiliser. Pourquoi je dois utiliser des races primitives ou des variétés de l'âge de la pierre? Je préfère utiliser des variétés modernes. Ça c'est clair. Mais les variétés modernes sont des variétés produites seulement par la recherche. Alors c'est important de savoir les mots qu'on utilise et qu'est-ce qu'il y a derrière les mots qu'on utilise. En Italie, quand on parle de l'andrésis, qui sont les variétés locales, on les traduit dans la loi comme écotypes. Mais les écotypes, ce sont seulement des espèces de variétés, on peut dire, produites par la sélection naturelle. C'est-à-dire, on a oublié, utilisant écotypes, qu'il y a derrière le travail des paysans. Alors, ce n'est pas seulement une chose technique ou scientifique quand on fait la traduction. Il y a derrière des idées politiques, des idéologies quand on utilise les mots. Alors, et l'idéologie qu'il y a derrière les semences vient de ce mec-là, Douglas, qui a écrit un bouquin en 1980 qui parle des programmes sur les semences.
Et ce bouquin, après, a été la base pour les FAO et tout ça, pour le développement agricole, pour les projets de développement. Et quelle est l'idée? L'idée, c'est qu'on peut penser d'avoir une approche linéaire au progrès agricole. Au départ, on a un système sémencier tout à fait, on peut dire ancien, de l'âge de la pierre, où ce sont les paysans qui travaillent, qui font les semences et tout ça, un peu comme maintenant l'Afrique, l'Éthiopie et tout ça, où 80% des semences sont faites par les paysans. Et dans le temps, il faut arriver au système moderne. Ça signifie la France peut-être, où la plupart des semences sont faites par l'industrie privée, plus de recherche publique, et les paysans sont seulement des consommateurs de semences. Ça, c'est l'idéologie qu'on avait par rapport aux semences. Et pour arriver du premier stage au quatrième, il faut faire des politiques publiques. Alors, c'est l'État qui doit donner l'argent pour faire ça au départ, et pour faire qu'à la fin, on arrive à avoir un système privé qui marche très bien. Et ça signifie que si on pense que normalement dans chaque pays on a des systèmes sémenciers, un système dit formel avec la recherche et après les marchés, un système informel géré par les paysans, ça signifie qu'il faut éliminer les systèmes informels. Il faut le détruire pour arriver à un système qui est seulement formel, où les semences sont faites par la breeding, par la recherche, après multipliées, après vendues sur le marché, et les paysans n'ont pas de rôle dans ce système-là. Alors, on a bien réalisé maintenant que ça ne marche pas. Hein? Même les FAO ont réalisé que ça ne marche pas, ne marche plus, et qu'il faut changer les politiques qu'on a sur les semences. Et alors, pourquoi ne marche pas? Alors, première chose, les problèmes de la diversité. Alors, dans le passé, chaque paysan était plus ou moins aussi un chercheur. Milliers de paysans dans différents endroits qui faisaient des différentes variétés qui étaient bien adaptées à différents environnements. Et à la fin, ça, c'est une diversité incroyable des variétés qu'on a cultivées. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans les 120 ans d'amélioration privée ou spécialisée? On a toujours moins de chercheurs qui travaillent dans moins de stations expérimentales, toujours les mêmes, toujours égales, pour produire des variétés qui ne sont pas spécifiques pour des particuliers environnements, mais qui ont la capacité d'être adaptées à des larges environnements. Ça, quel est le risque de ça? C'est l'uniformité à la fin. Et comment c'est possible d'avoir la même variété qui est cultivée un peu partout dans le monde? Le truc, c'est assez facile. C'est avec l'utilisation de l'eau, de l'azote, des pesticides. Alors, les systèmes sémenciers qu'on a, la recherche sémencière qu'on a, c'est vraiment très très lié à l'agriculture industrielle. Parce que sans l'agriculture industrielle, les systèmes de recherche sémencière, l'industrie privée, ne peut pas marcher. Parce que pour pouvoir vendre la même variété de blé en Espagne, en Italie, en Allemagne, un peu partout, il faut rendre le lieu où les paysans cultivent la variété homogène. Alors il faut utiliser les inputs chimiques et tout ça. Ça c'est un problème pour les bio, hein, parce que les bio ne peuvent pas utiliser les moyennes que les paysans conventionnels peuvent utiliser, alors on ne peut pas rendre homogènes les différents lieux. Et alors avec on peut dire, ces systèmes-là, on a pu vendre les variétés modernes qui étaient faites par ce qu'on appelle l'amélioration moderne. De l'autre côté, ils sont restés les variétés que maintenant, surtout les bio disent qu'elles sont importantes pour eux, qui sont bien adaptées à différents contextes locaux. Et quand je parle des contextes locaux, ce n'est pas seulement la partie de l'environnement. Il faut mettre dedans la partie culturelle, la transformation des produits, c'est-à-dire quel type de tomates je fais, si je les mange à la maison, si je vais les transformer. Beaucoup de choses qui sont dedans la question des variétés bien adaptées aux différents terroirs à la fin. Ce n'est pas seulement l'environnement. Alors, comme on a essayé de faire la même variété qu'on peut vendre un peu partout, parce que ça c'est la règle du capitalisme, il faut prendre, comment on peut dire,
Si on dépense de l'argent pour faire de la recherche, à la fin, il faut avoir l'argent. Et pour l'avoir, la meilleure chose, c'est de vendre la même chose un peu partout, plutôt que différentes choses dans différents environnements. Et alors, on a utilisé les lois semences aussi et propriété intellectuelle dans le même système. C'est-à-dire on a pensé que les mêmes lois pouvaient marcher pour tout le monde et on a créé ce qu'on appelle ici les caractéristiques de variétés qui sont la distinction, l'uniformité et la stabilité qui bien marchaient soit pour décrire les variétés pour les vendre, soit pour les décrire pour les protéger. Et alors, on a utilisé les mêmes systèmes pour la propriété intellectuelle et pour les catalogues chez nous en Europe. Et on a mis en place les catalogues officiels et on a en effet des catalogues différents, les catalogues pour pouvoir vendre des variétés et les catalogues pour les protéger. Et on a ajouté une autre chose que maintenant c'est beaucoup questionné par les agriculteurs bio, que c'est ce qu'on appelle la valeur agronomique et technologique. C'est-à-dire pour les céréales, ça ne suffit pas que la variété, c'est une variété distincte, uniforme, stable, mais il faut aussi démontrer que la variété a une caractéristique meilleure des variétés qui sont sur le marché. Ce qu'on appelle VCU en anglais ou VAT en français, valeur agronomique et technologique. Et ça c'est un problème parce que comment on va contrôler que la variété que je vais vendre c'est meilleure des autres? On fait toujours des travaux dans les stations expérimentales dans les conditions de recherche de l'agriculture conventionnelle. Alors quand on va mettre une variété qui est faite par les bio avec beaucoup d'intrants, avec de l'azote, avec des pesticides, on a perdu les caractéristiques qui étaient bien pour les bio et il y a pas mal de variétés qu'on ne peut pas enregistrer pour les bio pour ça. Dans quelques pays d'Europe, on a des catalogues spécifiques. En Autriche, il y a un catalogue spécifique pour les bio, pour les céréales, pour vendre des variétés bio. Dans les autres pays, pas encore. Alors ça c'est le système qui est mis en place, que c'est un système tout à fait compliqué où on part de la recherche pour arriver à la fin à la commercialisation des variétés et on passe pour tester les variétés pour les caractéristiques de distinction, uniformité et stabilité et de l'autre côté pour faire les textes sur la valeur agronomique et technologique. Quel est l'autre problème qu'on a maintenant avec ce système-là? Jusqu'à quelques années c'était un système géré par le public, mais maintenant l'État n'a presque plus d'argent pour le gérer. Alors maintenant, même dans la révision qu'ils ont fait des lois semences en Europe, on est en train de discuter qui va faire ça dans le futur. C'est l'industrie privée qui va le faire au nom de l'État public. Si l'industrie privée doit payer beaucoup plus l'État pour le faire, ça c'est une question sur laquelle on est en train de discuter. Et on revient à la partie de l'innovation. Alors, il faut voir clair dans la tête que quand on parle de brevets, ou Plant Breeders' Rights, ou copyright, ou trademark, c'est de la propriété intellectuelle qui c'est là pas pour des choses naturelles. Ce sont des contrats sociaux qu'on a décidé de faire pour promouvoir l'innovation. C'est-à-dire l'idée qu'on avait il y a une centaine d'années, c'était bien. Tu as innové, tu as fait quelque chose de nouveau, ça c'est utile pour la société, il faut te donner quelque chose, parce que si une autre personne peut copier l'innovation qui a fait à toi, que tu as fait sans payer rien, à la fin, personne ne va innover. Alors, on va te donner quelque chose. Et on a décidé, ça c'est plutôt innovation formelle, on a décidé qu'on va promouvoir l'innovation avec des droits qui sont individuels, avec un système de propriété qu'on appelle Intellectual Property Right, c'est-à-dire droit de propriété intellectuelle, et se base sur les monopoles. C'est-à-dire tu as les monopoles sur l'innovation que tu as fait pendant 15, 20 années, tout ça. De l'autre côté, qu'est-ce qu'a la société? Quelle est la chose que la société gagne? Première chose, tu dois décrire l'innovation que tu as fait. Alors, l'innovation devient publique et après les autres peuvent la faire aussi. Et d'un côté, il y aura, ça c'est l'idée, plus d'innovation dans le futur. On voit que ça ne marche pas très bien, soit pour les systèmes formels. Oui. Le spider est mort, ça fait quoi l'autre jour pour réparer? On l'éteint, juste allumer et éteindre. Ça ne marche pas.
Il est branché là, il n'est pas sur pile. Non, je veux dire, c'est pas une pile. J'ai changé. Non, mais ça, il est sur secteur. Il est sur secteur. Alors, on a pensé tout ça du côté formel avec ce que j'ai dit, et on a pensé d'avoir des systèmes au niveau international qui forcent les pays à suivre ces systèmes-là. On a parlé hier des ATPIC, c'est-à-dire les accords de propriété intellectuelle qui sont dedans l'Organisation mondiale du commerce. On a l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle qui c'est là où nous étions hier, et on a l'UPOF. Par rapport aux autres choses comme les copyrights et les trademarks, quelle est l'utilisation qu'on fait de ça dans l'agriculture? J'ai mis les camoutes. C'est une chose que chez nous en Italie, ça marche beaucoup maintenant, du point de vue commercial. Ça, c'est une trademark, ça n'a rien derrière, presque rien derrière, parce que c'est une variété ancienne de blé comme beaucoup d'autres qu'il y a en Italie. Mais il y a une personne aux États-Unis qui a mis une trademark. Les paysans qui veulent cultiver et vendre un produit avec le nom camout doivent payer pour avoir les semences et payer pour avoir la possibilité de mettre le nom camout sur ce qu'ils vont vendre. Copyright. Les systèmes de copyright plus utilisés, c'est sur les hybrides. Parce que les hybrides, comme on sait, on n'a pas besoin de protéger les hybrides parce que les paysans n'ont pas envie de les semer l'année prochaine parce que la récolte, c'est tout à fait différent. Alors la chose intéressante, c'est protéger les parents de l'hybride. Et personne ne peut arriver à faire le même hybride que je fais. Et les parents sont protégés avec un système de copyright. Pas de brevets, pas de Plant Breeders' Rights, ça suffit, un copyright pour les protéger. Et alors, ça, Guy il a déjà dit ça un peu, l'histoire de l'UPOF, qui est né à Paris et qui a été changé beaucoup en 1991. Et les choses sur lesquelles il faut réfléchir, ce sont deux. C'est-à-dire, par rapport au brevet, on a ça qu'on appelle les privilèges du fermier et l'exemption pour la recherche. Toujours sur les mots, on parle des privilèges. Pourquoi on ne parle pas des droits? Parce que quand on a commencé à négocier ça, c'était clair que si on parle de privilèges, maintenant il y a, demain, on peut changer les choses. C'est pour ça qu'on appelait les privilèges de l'agriculteur. Et je vais revenir sur ça, parce que ça c'est tout à fait intéressant. Quand on commençait à parler, il y a une centaine d'années, peut-être plus, de propriété intellectuelle, c'était quelque chose où pas tout le monde était d'accord. Les économistes qui étaient pour les libres marchés étaient tout à fait contraires à la propriété intellectuelle. Parce que c'était pour eux un monopole qui n'était pas correct de donner à qui a fait l'innovation. L'idée c'était, tu as fait de l'innovation, bien, la première chose c'est que tu arrives les premiers sur les marchés, ça suffit. L'autre chose c'est que tout le monde, la société, va te reconnaître comme une personne qui fait l'innovation. Ça suffit comme reconnaissance que tu as du côté social. Il y avait des autres économistes qui étaient à faveur des systèmes économiques protégés, qui ont dit non, il faut faire des droits de propriété intellectuelle. Ils ne voulaient pas l'appeler des privilèges quand ils ont commencé à négocier ça, parce que c'était clair que si on parlait des privilèges, on pouvait les changer dans le futur. Alors ils ont voulu que quand on parle de propriété intellectuelle, c'était des droits de propriété intellectuelle. Et ça, c'est les débuts de la discussion sur la propriété intellectuelle. Et maintenant, où on est, c'est tout à fait le contraire. C'est-à-dire les personnes, les économistes, les États qui parlent au nom du libre marché, ce sont les États, les économistes qui essayent de rendre toujours plus forts les droits de propriété intellectuelle, de faire toujours des monopoles qui sont plus forts, plus forts, plus forts. Qu'est-ce que ça signifie? Si auparavant la protection du brevet c'était 20 ans, maintenant 25, 50 ans. Et c'est la même sur la musique, c'est la même sur les livres, et tout ça. Alors il y a eu un bouleversement incroyable. Et les gens qui sont comme nous à faveur d'un contrôle sur les marchés, nous sommes contre les droits de propriété intellectuelle. Pour moi, c'est drôle de voir l'histoire et comment les choses se sont passées dans les dernières années. Et quel est le risque qu'il y en a avec les variétés essentiellement dérivées? Ce n'est pas seulement un risque lié à la lutte entre OGM et variétés conventionnelles, mais c'est aussi un problème pour les paysans, parce que
Si on regarde la chose qui s'est passée avec les riz il y a quelques années et qui continue à se passer aux Philippines, ce qu'on appelle les variétés paysannes sont pour l'UPOF des variétés essentiellement dérivées. Parce qu'ils peuvent avoir quelques différences, mais les différences qu'il y a entre la variété paysanne et la variété moderne avec laquelle les paysans produisent les variétés paysannes ne sont suffisants à dire que c'est une autre variété. Alors les systèmes qu'on avait auparavant circulaires de travail entre recherche et paysans, maintenant ne marchent plus avec les systèmes de variétés essentiellement dérivées. Et ça, c'est notre risque, parce qu'on a vu très bien que la diversité, on va la créer avec l'échange. Et après, dernière chose sur les systèmes de propriété intellectuelle. Pardon. Je vais le mettre ici. Ça marche pour le système formel, pour l'innovation formelle. Alors, ce n'est pas seulement nous que maintenant nous sommes contre les systèmes de propriété intellectuelle. Vous voyez ici, ça c'est une étude qui a été publiée sur Science. Science, ce n'est pas une revue communiste, c'est une revue qui s'occupe des sciences. Et ici, vous voyez, il montre, en bas, on a les années des avocats experts en propriété intellectuelle qui on doit prendre pour chaque unité d'argent pour la recherche. Vous voyez ici qui gagne du système que nous avons mis en place. Ce n'est pas la recherche, ce n'est pas la société. Qui gagne, ce sont seulement les avocats qui sont experts en droit de propriété intellectuelle, parce que quand on a des brevets sur quelque chose, chaque brevet doit être négocié avec les titulaires de brevet, et il faut avoir des avocats pour le négocier. Ce n'est pas la société qui gagne avec le système qu'on a mis en place. Et ce n'est pas nous qui le disons. Alors, diversité. Quelques infos pour voir où on est et les problèmes qu'il y en a. Alors, ici, c'est un rapport qui a été publié par des shooters. Des shooters, c'est la personne qui s'occupe dans les Nations Unies des droits, comment ça s'appelle, à l'alimentation, oui. Et il a écrit dans son rapport, ici vous voyez les chiffres de la diversité qu'on a perdue dans les années. C'est vraiment difficile d'arriver à avoir des chiffres très très précis, parce qu'on n'a pas des études sur la diversité qu'il y avait une centaine d'années dans beaucoup de pays. Ici, vous voyez la situation aux États-Unis par rapport à l'uniformité. Sur les maïs, on a 6 variétés qui sont cultivées sur les 70% de la surface. Sur les riz, les 4 principales variétés arrivent à 65. Sur les blés, 50 les premières 9. Et sur les soja, 6 variétés font les 50% de la surface de les soja. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie uniformité. Et si on passe de l'agriculture au système bancaire, maintenant, si vous allez dans chaque banque qui doivent utiliser l'argent que vous lui donnez, les banquiers, qu'est-ce qu'ils vous disent maintenant? Il faut diversifier. Vous avez de l'argent, vous devez diversifier les portfolios. Pas seulement vous concentrer sur une chose. L'uniformité, ça ne marche pas. Mais pour l'agriculture, ça marche. Et ça, c'est incroyable. Et à la fin des années 70, Kerry Fowler, qui maintenant c'est le chef de Global Crop Diversity Trust, il a fait des études pour voir la diversité qu'il avait perdue aux États-Unis et comparer les catalogues qu'il y avait aux États-Unis début de 1900 avec les catalogues qu'on avait dans les années 80. Et vous voyez ici la situation par rapport à différentes cultures. Ça, c'est la pomme de terre. Et maintenant, les variétés cultivées dans le monde sont 5000, mais les principales variétés cultivées, 4. Vous voyez ici, avec les pommes aux États-Unis, et on a perdu, depuis 1903, presque 90% des variétés de pommes qui étaient cultivées. Et maintenant, les premières 2, c'est un Golden Delicious et Red Delicious. Ça, c'est aux États-Unis. Maïs, même situation. Et on a perdu les 90% du maïs et plus pour les maïs douces, pour l'alimentation humaine. Toujours aux États-Unis. Salade, vous voyez, on a plus ou moins le même pourcentage de variétés qu'on a perdu. Et autre chose, pourquoi maintenant iceberg, c'est la variété préférée par tout le monde? Oui, c'est magnifique. Ça, c'est une variété
qui par rapport aux autres que vous voyez ici, c'est beaucoup plus simple pour les transporter. Et ça, c'est magnifique pour les chaînes de la distribution. Alors, ce n'est pas seulement quand on parle de diversité qu'on perd une question de loi semences, mais c'est aussi les marchés qui cherchent l'uniformité un peu partout. Surtout les marchés de la grande distribution, dit comme ça. Alors, où on est maintenant? Et ça, c'est une question sur laquelle on a toujours des débats avec l'industrie sémencière. Parce que nous disons, vous voyez ici les graphes de la diversité dans les temps dans l'agriculture. Quand il n'y avait pas d'agriculture, il y avait beaucoup de diversité. C'est-à-dire, on mangeait plus des espèces, plus de variétés, tout ça. Quand on a commencé à faire l'agriculture, on a choisi peu d'espèces et il y a eu la chute de la diversité génétique avec la domestication. Mais après, les espèces qu'on a choisies ont été prises par différents paysans et amenées partout dans le monde. Ça signifie ont été diffusées et la diversité a augmenté beaucoup. Maintenant, on a eu une chute de diversité avec la modernisation, avec la révolution verte qu'on a vue tout à l'heure. Et la question c'est, aujourd'hui, où on est? La diversité, ça va augmenter ou ça va diminuer? Alors, selon l'industrie sémencière, ça augmente, pas de problème. Ce sont eux qui gèrent la chose. On a pas mal de variétés dans les catalogues, une diversité incroyable. Pour nous, ça c'est pas vrai. Et on peut les regarder très bien dans les champs. C'est-à-dire, on peut raconter ce qu'il veut, mais si on regarde les champs, c'est toujours l'uniformité qui règne. Et pas seulement l'uniformité au niveau des champs. On a toujours plus d'uniformité au niveau de l'industrie sémencière. Vous voyez ici l'industrie sémencière, qu'est-ce qui s'est passé depuis 25 années. Auparavant, il y avait Pioneer, maintenant il y a Monsanto qui est la première. Et les premières 4 industries sémencières au niveau mondial étaient les 8% de l'industrie sémencière en 1985. Maintenant, il y a 5 ans, étaient les 30%. Maintenant, c'est encore plus. Ça signifie qu'il y a un processus de concentration de l'industrie sémencière. Vente, argent, oui, sale. Ça signifie qu'il y a un processus de concentration toujours plus fort. Et il y a un rapport qui a été fait par l'université de Wageningen en Hollande, il vient de paraître il y a quelques mois, qui disent que ça, la concentration de l'industrie sémencière, ça pourrait être une cause dans le futur des pertes de diversité. Parce que s'il y a moins d'industrie sémencière, ça signifie moins de diversité. Et pour l'industrie sémencière au niveau international, c'est mieux de se concentrer sur quelques variétés qu'on va vendre partout. Alors ça, c'est une autre cause de la perte de diversité qui va s'ajouter au marché international, va s'ajouter à la loi semences, tout ça. Et le pire, c'est que, ça c'est pour nous, le pire, c'est que les mêmes industries qui sont les tops dans le marché sémencier sont les tops dans les marchés pesticides. Alors, j'ai un ami améliorateur Salvatore Ceccarelli, qui chaque fois, quand il montre ça, il dit « Alors, quelle est l'inconvénience pour ces industries-là à faire des semences résistantes aux pesticides ?» Parce qu'après, ils n'arrivent pas à vendre des pesticides. Alors, c'est vrai qu'il faut réfléchir sur ça aussi, sur les choses qui disent qu'ils vont faire des variétés résistantes à ça, à ça, à ça. Quand la même industrie qui fait les semences, c'est l'industrie qui va vendre les pesticides. Et si on regarde la chose, l'histoire du siècle du côté des paysans, on voit qu'il y a eu un processus d'expropriation des paysans par rapport aux semences. C'est-à-dire, si la semence a une espèce de péché original, je voulais dire. C'est-à-dire, du point de vue du capitalisme, c'est quelque chose qui, quand je vais les vendre, les personnes qui vont l'acheter peuvent les ressemer et les réutiliser sans problème. Ça n'arrive pas si je vais vendre une bouteille. Alors, il faut résoudre les problèmes, parce qu'on ne peut pas faire un marché capitaliste sur un produit qui personne ne peut l'acheter et les réutiliser sans rien payer. Et le système qu'on a utilisé pour faire ça, c'était de séparer ce qu'on appelle les produits des, comment on dit en français, les means of production, les modes de production. Non, pas les modes, les moyens de production.
Alors, les semences, dans les mains des paysans, c'est seulement un produit. Dans les mains de l'industrie sémencière, c'est un moyen de production. Et comment on peut faire la séparation? On a utilisé d'un côté les lois semences. C'est interdit de vendre les semences aux paysans. Ça, c'est la situation en Italie. On a fait les hybrides. On n'a plus la convenience à ressemer les semences parce que la récolte, ça va être différent. Et maintenant, dans les dernières années, on a utilisé les droits de propriété intellectuelle par la recherche, dans une manière gratuite, pour faire des variétés modernes qui après sont vendues aux paysans. La chose ici à retenir, c'est que les paysans qui font les variétés locales ne sont pas les mêmes des paysans qui après vont acheter les semences modernes. Peut-être qu'il y a un décalage temporaire, centaines d'années, peut-être qu'il y a un décalage spatial en Afrique ou en Europe, peut-être qu'il y a un décalage par rapport au modèle de production. Les paysans bio qui donnent la matière première pour la recherche et les paysans conventionnels qui vont acheter les semences modernes. Ces systèmes-là ne marchent plus maintenant. Pourquoi? Parce que s'il y a quelques années, les droits de propriété intellectuelle n'étaient pas si forts, maintenant ils sont toujours plus forts. Alors, ça signifie, on va le voir demain quand on parle du traité, qu'en général, les systèmes de recherche agricole par rapport aux variétés, c'est un système qui est en crise et qu'il faut changer. Je vous donne seulement quelques mots sur ça pour vous dire que même l'Union européenne maintenant est en train de réfléchir sur ça. Même l'Union européenne pense qu'il y a des choses qu'il faut changer sur la semence. Et alors on a mis en place soit la partie sur les variétés de conservation, soit l'évaluation Better Regulation de la semence, qui va finir peut-être en 2013 avec un nouvel règlement. Et c'est intéressant de voir ça parce que c'est la première fois qu'il y a écrit dans les lois semences qu'il faut les changer parce qu'il y a eu une perte de diversité. Auparavant, l'Union européenne s'occupait de diversité dans la DG Agri et la DG Sanco s'occupait des lois semences. C'était des choses parallèles. Maintenant, c'est la première fois, si vous allez lire les directives, où il y a écrit il faut changer les choses parce qu'il y a un problème. Le problème, c'est la perte de diversité. Et les autres choses que vous trouverez dans la discussion qu'il y a à Bruxelles, c'est qu'il faut avoir de nouveaux objectifs. C'est-à-dire, ils disent, si l'objectif, il y a 50 années, c'était la productivité, maintenant l'objectif, ça doit devenir préserver la diversité au champ, et soit utiliser des variétés pour l'agriculture bio. Ils parlent toujours des marchés de niche, mais quand même... Ah, pardon. Ils parlent toujours des marchés de niche, mais quand même, il y a les mots agriculture bio et tout ça. C'est la première fois qu'on parle de ça. Et dans le rapport qui a été fait pour étudier un peu la situation il y a des années, ils pensent, ça c'est la proposition qu'ont fait les experts qui ont fait les rapports, qu'on peut avoir au niveau européen des systèmes différents de marché. Les marchés pour l'agriculture conventionnelle et pour l'industrie sémencière, la grosse industrie sémencière, un autre marché plus petit pour ce qu'il appelle des marchés de niche, gérés par des petites industries sémencières. Ça pour nous c'était très intéressant il y a des années, mais après, en 2009, quand l'Union européenne a présenté ça, les groupes des paysans de Copa-Cogeca, quand on a fait l'assemblée publique, ils ont dit qu'ils étaient contre. L'industrie sémencière, ils ont dit qu'ils étaient contre, parce qu'ils voulaient les mêmes systèmes qui marchent pour tout le monde. Ils sont vraiment très stricts. Ils veulent les mêmes règles pour tout le monde. Alors pour nous, c'est très difficile d'avancer dans ces cas-là, parce que même les paysans industriels qui sont représentés par Copa-Cogeca, ils disent qu'ils sont contre ces choses-là. Et ça, c'est un peu un problème. De l'autre côté, vous voyez ici, il y a l'FAO, et je termine avec ça. Ça, c'est les derniers rapports de l'FAO sur les ressources génétiques à niveau mondial. Et les rapports de l'FAO disent que c'est très important de maintenir les systèmes sémenciers paysans et que c'est presque impossible de remplacer les systèmes paysans. Même si on a essayé de le faire pendant 40 années de politique, ils sont toujours là. Ça signifie que c'est mieux de changer de système.
et qu'ils sont très importants pour la sécurité alimentaire et ils sont très importants pour la diversité agricole, les choses que nous disons aussi. Et ça s'écrit dans les rapports de l'FAO présentés il y a 2 années. Alors je dis que c'est des choses très importantes pour nous parce que c'est utile pour montrer que nous sommes dans la direction correcte, je vais dire. Bien, j'ai plus ou moins terminé et j'espère avoir éclairci quelques points. Notre ami Ricardo, c'est que cette idée qu'on a eue jusqu'à présent d'avancer vers la notion des droits des agriculteurs, elle ressort là de façon vraiment importante. Quand tu as bien souligné cette histoire du privilège dont on a parlé justement jusqu'à présent, il parlait du privilège. Un privilège, ça se perd, ça se gagne, et puis quand on est privilégié, on a l'impression d'avoir un avantage qui nous est... c'est le droit du Seigneur. Alors que là, quand on parle des droits, c'est pas quelqu'un qui décide de nous le donner ou de ne pas nous le donner, mais c'est un droit, il est à nous. Donc on a bien entamé cette lutte dans ce sens-là, et je pense que dans les stratégies qui seront discutées demain, pour donner mon avis un petit peu en amont, c'est vrai que moi je crois qu'il faut qu'on fonce vraiment dans cette idée-là, parce qu'elle est non seulement bonne pour nous, mais elle est bonne pour l'avenir, et elle inscrit des choses vraiment fondamentales. Après, c'était... oui, il y a toujours... C'est des notions difficiles dans se projeter. Qu'est-ce que c'est qui serait bien ? En fait, parce que c'est ça, même si on chemine, même si on va vers des processus, on aime bien avoir une idée, même si elle n'est pas très précise, de notre idéal. Et donc, bon, on a bien vu, le modèle des États-Unis n'est pas bon, le modèle de l'Europe n'est pas bon non plus. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire ? Est-ce qu'on s'inscrit aussi donc, dans la proposition qui est plus ou moins faite par les experts, de dire, en fait, il faudrait deux façons de législations différentes selon quelle agriculture on pratique, selon si c'est une agriculture industrielle ou si c'est une agriculture paysanne. Eh bien, il faut des traitements différenciés. En fait, c'est ça qui les impulse comme notion. Ce avec quoi le COPA-COGECA n'est pas d'accord. Et nous, comment on se positionne exactement par rapport à ça? Est-ce qu'on a déjà une position ou alors moi, je pose des questions, quoi, hein, parce que c'est un sujet qui me passionne, mais j'ai des fois un peu de mal à tout comprendre. Merci. A été présenté il y a un mois en Corée pour le congrès mondial du bio. IFOAM a eu un congrès mondial en Corée où ils ont présenté les papiers politiques sur la question semences. Et qu'est-ce qu'on retrouve dedans comme stratégie pour le bio au niveau mondial? On retrouve soit des choses tout à fait industrielles, même dans le bio, mais on retrouve le fait que c'est très important de soutenir et maintenir les systèmes sémenciers informels. Alors, les systèmes sémenciers informels, c'est la chose sur laquelle nous pouvons travailler, soit au niveau légal, pour les faire reconnaître de quelque manière, avec des règles spécifiques, soit au niveau scientifique, avec des systèmes de recherche et de promotion de l'innovation qui tiennent en compte des règles différentes qu'il y a dans les systèmes informels. Et quand je parle des règles, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on n'a plus de droits individuels, mais les droits deviennent collectifs, que c'est plutôt important pour promouvoir l'innovation de se protéger des autres, se protéger des autres qui peuvent l'apprendre. Et il y a pas mal d'études maintenant au niveau international sur ça pour dire quel type de système on peut envisager. Ce sont des choses qui sont appliquées plutôt dans le sud du monde. Si vous êtes intéressé, ici, dans les résultats du projet européen, on a fait une conférence sur la question semences au niveau international à Marseille l'année dernière, où on a eu un échange entre la Norvège, le Brésil, le Népal, la Syrie et tout ça, des autres pays, pour voir comment ça marche dans ces pays-là. Et on voit qu'on a des lois, même sur la question semences, qui sont beaucoup plus ouvertes
des lois qu'on a chez nous, alors on peut beaucoup apprendre du travail qui a été fait par les pays du Sud sur ça, pour changer les lois chez nous. C'est pas facile, mais je dis, il y a un travail qui était déjà fait, il ne faut pas inventer des choses à nouveau. Et par rapport à la stratégie, je ne sais pas si c'est bien parler de nous comme des niches. Il y a pas mal d'entre nous qui ne veulent pas entendre le mot niche. On n'est pas des niches. C'est commercial. Mais le fait, c'est que maintenant, il faut travailler avec ce qu'il y en a. Et quand on parle de bio au niveau européen et tout ça, on parle toujours de niche. Au niveau commercial, on ne représente pas beaucoup. Dans les futurs, nous pensons que les futurs, c'est à nous. Mais oui, il faut voir. Et ça, c'est un peu la chose sur laquelle il faut se confronter entre nous. Mais pour moi, c'est très important qu'on retienne deux mots par rapport au système sémencier informel. D'un côté, la décentralisation. Ça signifie travailler pour avoir des systèmes décentralisés au niveau de recherche et production de semences, que ça signifie des variétés bien adaptées au terroir. Après, si c'est une petite industrie sémencière au niveau familial, un paysan qui les fait, ne m'importe pas, mais c'est important que c'est décentralisé. Et l'autre côté, c'est ce qu'on appelle farm-based. Ça signifie basé sur le travail des paysans. Pardon. Basé sur le travail des paysans. Ça signifie que la recherche et tout ça, c'est un système qui n'est pas fait pour les paysans, mais avec. Et ça change beaucoup. Après, les règles sont toujours à faire. Inspiré pour nos réglementations, mais j'ai compris aussi par ailleurs que la recherche publique dans les pays du Sud est en très mauvaise posture et dans beaucoup de pays. Et je ne vois pas trop ce qu'on va pouvoir pomper dans ce qui se passe là-bas. Ou alors il faut que tu précises tes sources. Alors, il y a les paysans des asentamientos, sans terra, il y a les indigènes et tout ça, et ils peuvent gérer leurs propres semences avec des règles qui sont différentes par rapport à l'agriculture conventionnelle ou au système commercial. Alors il y a des règles spécifiques faites pour des types différents de paysans. Au Népal, il y a des règles qui reconnaissent la recherche participative et le fait que les paysans peuvent contribuer avec les chercheurs à faire des variétés qui après peuvent être inscrites sur les catalogues. Alors, d'un côté, loi semences, il y a des choses sur lesquelles on peut travailler qui viennent du Sud. Du côté recherche, c'est vrai que la recherche publique, elle est mal mise un peu partout, mais dans le Sud, il y a pas mal de chercheurs du Nord avec des projets des ONG, universités et tout ça, qui font de la recherche participative. Alors, la plupart de la recherche participative au niveau méthodologique, ça vient de l'Amérique du Sud, ça vient de l'Afrique, ça vient de l'Asie, ça ne vient pas de l'Italie ou de l'Espagne. Alors là-bas, on peut toujours apprendre sur la méthode de recherche de la sélection participative, même si ce sont des expériences qui ont été faites par des universités du Nord, des chercheurs du Nord qui vont là-bas pour faire ça. Et chez nous, en Europe, on n'a pas grand-chose à montrer sur ça. On commence maintenant. On a des choses en France, je sais, mais le travail que vous avez fait en France sur les maïs, ça a commencé avec un chercheur brésilien qui est venu en France. Alors, c'est la même. C'est dans les pays du Sud que maintenant on a l'innovation la plus forte qui monte, sur laquelle... C'est construit en disant qu'il y a une agriculture vivrière, surtout dans le Sud, avec les systèmes semenciers paysans informels. Ces gens-là, ils n'ont pas d'argent pour acheter les semences de l'industrie, donc on ne s'en occupe pas. On ne le réglemente pas. Et nous, en Europe, on va réglementer le système formel. Aujourd'hui, il se passe deux choses. Dans le système formel, on a ce conflit, et j'en parlerai plus l'après-midi, entre ceux qui ont des brevets et ceux qui ont des certificats d'obtention végétale.
Donc ça amène à revoir tout l'édifice. Le catalogue, l'UPOF, le brevet, les OGM. Mais en même temps, en Europe, c'est développé avec l'agriculture biologique, avec les réseaux semences paysannes, un système informel qui a profité du fait qu'il n'y ait pas de réglementation. On a dit, nous, on est dans le système informel, dans les ressources génétiques. Le catalogue ne s'applique pas à nous, le brevet ne s'applique pas à nous. On sélectionne, comme les autres planteurs, on échange, comme eux. Eux, quand ils échangent, c'est pas inscrit au catalogue. Donc, on peut se développer. Et on s'est développé. Et aujourd'hui, la réponse de la Commission européenne et de l'industrie, c'est de dire, mais ça, on ne l'avait pas réglementé, mais on va le réglementer maintenant. La première étape, c'est ce que tu disais, la directive sur les variétés de conservation. Mais maintenant, ils veulent réglementer la sélection, la recherche. Et ce cadre qu'ils vont nous imposer à nous, d'une part, il y a longtemps qu'il se discute au niveau international, et là Ricardo le présentera demain, c'est la Convention sur la diversité biologique, c'est le traité international sur les ressources phytogénétiques, et là il y a des discussions internationales. Pour l'instant, les paysans du Sud, ils s'affrontent à Monsanto, ils s'affrontent à Limagrain, il n'y a pas encore vraiment de cadre juridique. Mais le cadre juridique qu'ils sont en train d'inventer en Europe pour réglementer le système informel, après ils vont l'imposer dans les pays du Sud. D'où cette convergence entre nos stratégies à nous et les stratégies qui se développent aujourd'hui dans les pays du Sud. Et je pense qu'on ne peut pas réfléchir uniquement à partir de l'Europe. Il faut qu'on réfléchisse aussi à partir de cet enjeu. Les réglementations qu'ils mettent en place aujourd'hui en Europe, c'est pour les imposer aussi dans les pays du Sud.